Nous partons dans les rues de Paris et de toutes les villes de France où les syndicats battront le pavé aujourd'hui à l'occasion de la grande manif du 1er mai, la fête internationale des travailleurs. Dans moins de 2 heures, par exemple, à Paris, le cortège va s'élancer place de la République à 14 heures. Un cortège qui devrait arriver à 19 heures, place de la Nation. Un défilé traditionnel qui a lieu tous les ans, mais qui se déroulera dans un contexte marqué, selon l'intersyndicale, par les guerres terriblement meurtrières, notamment en Ukraine et en Palestine, et dans le contexte de revendications plurielles. Bonjour Stéphane Siro. Votre micro, Stéphane. Oui, pardon, bonjour. Stéphane Siro, vous êtes historien, spécialiste des grèves et du syndicalisme. Vous enseignez l'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de Cergy-Pontoise. Vous intervenez par ailleurs à Sciences Po Paris. À vos côtés, Agathe Le Berder. Bonjour Agathe. Votre micro. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT Cadretech. En face de moi et à vos côtés, Karel Lyon, vous êtes sociologue, spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux, chargé de recherche au CNRS. Bonjour. Agathe Le Berder, je vous ai appelé Agathe Le Berder, c'est ça hein? Non, vous m'avez appelé Agathe Le Berder, donc c'est bon. Bon, vous êtes bien Agathe Le Berder, pardonnez-moi. Il y a Thomas Pontillon qui nous a rejoint, puisqu'il était de passage à notre étage. Nous sommes au 3e étage, en bas du 4e étage. 4e étage, c'est l'étage de France Info, où travaille aussi avec moi l'ami Thomas Pontillon, notre sympathique confrère de la rédaction de France Info, qui travaille à la cellule Vrai du Faux. Salut Thomas. Salut. C'est quoi la cellule Vrai du Faux, tiens d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent? La cellule Vrai ou Faux, on est un service de 6 personnes. On travaille principalement sur la lutte contre la désinformation, mais aussi le décryptage et l'éducation aux médias aussi. Alors, tu viens pas nous parler que de la cellule Vrai du Faux? Non. Parce que on s'est croisés hier dans les couloirs et je profite que tu sois là parce qu'il semble qu'on soit le 1er mai et qu'on se trompe parfois un peu sur l'origine de ce jour férié. Ça vient d'où le 1er mai, Thomas? Oui, c'est assez peu connu, mais le 1er mai, ça vient des États-Unis il y a presque 140 ans. C'était précisément en 1886. Les syndicats américains ont choisi cette journée-là pour organiser de grandes manifestations. Alors, le 1er mai, ça n'a pas été choisi au hasard, parce que le 1er mai aux États-Unis, c'est le début de l'année comptable, donc c'est l'occasion de changements dans l'organisation du travail. Et en 1886, les syndicats américains réclament la journée de travail de 8 heures. Il y a de grandes manifestations, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui défilent cette année-là, parfois avec de la violence. Par exemple, à Chicago, il y a eu une dizaine de morts. Mais voilà, c'est le début, l'origine du 1er mai est américaine. Alors, c'est une revendication qui est reprise ensuite chez nous en France, je crois. Hein. Ouais, elle revient assez rapidement, quelques années plus tard en France, via l'Internationale socialiste, qui décide à ce moment-là d'importer le mouvement américain qui avait plutôt bien fonctionné. La première manifestation du 1er mai en France, c'est le 1er mai 1890. Dans les cortèges, j'ai retrouvé des images, on voit que les ouvriers, par exemple, des images, c'était plutôt des archives évidemment écrites, mais que les ouvriers portaient alors un triangle rouge à la boutonnière pour symboliser, les 3 côtés du triangle symbolisaient le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Contrairement aux travailleurs américains qui obtiennent assez rapidement la journée de travail de 8 heures, en France, il va falloir attendre un peu plus longtemps puisqu'il sera voté qu'en 1919, donc à peu près 30 ans plus tard. Mais le fait est que pendant toutes ces ces 3 décennies, le 1er mai va s'ancrer dans la tradition ouvrière et va rester. Et c'est férié donc depuis quand en France, le 1er mai? Alors c'est férié, c'est sous le régime de Vichy en 1942 que le 1er mai devint férié. En fait, c'est le maréchal Pétain qui... Il y a Billy Ryder qui nous dit que ça vient encore des Américains. Pardon, je t'ai coupé. Ah oui, ça vient des Américains, effectivement. Mais le 1er mai, donc, il devient férié en 42 sous le régime de Vichy. Pétain a décidé d'instrumentaliser cette journée en faisant la fête du travail et de la concorde sociale. Donc c'est en référence à la devise de Vichy, travail, famille, patrie. Cette journée fériée va disparaître juste après la libération, avant de revenir très rapidement, c'est dès 1948 ou 49, je me souviens plus. 46, ça redevient, mais c'est chômé ensuite en 48, si je me trompe pas. C'est en 1947 qu'il a décidé d'en faire une journée chômée. Chômé, donc ça revient assez rapidement. Et donc c'est aujourd'hui la seule journée fériée et chômée en France, c'est-à-dire que on ne travaille pas, sauf évidemment dans les services où on ne peut pas s'arrêter de travailler, mais dans ces cas-là, on est censé être payé double. Bon, tu parles de la France, le 1er mai, c'est célébré partout dans le monde? Alors à peu près, oui, c'est à peu près célébré partout dans le monde. C'est pas toujours férié et chômé. Par exemple, en Europe, le Danemark et les Pays-Bas, c'est la journée n'est ni férié ni chômé, ce qui n'empêche pas quand même qu'il y ait des manifestations. En revanche, il y a une situation qui est assez cocasse, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, donc là où le mouvement est né aujourd'hui, c'est le 1er mai n'est pas du tout la fête des travailleurs, puisqu'à l'époque, les syndicats américains avaient trouvé que la dérive marxiste était un peu trop forte et ils ont décidé donc de le décaler au 1er septembre. Le Labor Day aux États-Unis était au 1er septembre et plus au 1er mai. Et voilà, le 1er mai est rhabillé pour le printemps. Merci Thomas Pontillon de la cellule Vrai du Faux. C'est bon, tu peux te tirer et reprends ta chaise s'il te plaît, c'est pas joli dans le cadre. Merci Thomas. Chers amis, le 1er mai, c'est un jour où les syndicats sont traditionnellement évidemment dans la rue. Est-ce qu'ils vont bien, nos syndicats, en 2024? Qui veut? Vous avez 2 heures.
Agathe, peut-être. Oui, moi je pense que, je fais partie de la direction de la Confédération Générale du Travail, qui est le plus ancien syndicat en France, puisqu'il a été fondé dans les années dont vient nous parler Thomas, en 1895. Et une de ses premières grandes batailles, justement, c'est la question de la réduction du temps de travail. Donc je trouve ça intéressant de revenir aux origines du 1er mai, qui est sur la journée de 8 heures, qui après va être une bataille portée par la CGT pendant des années. Et effectivement, Thomas l'a dit, on a mis du temps avant que ça finisse par s'appliquer à l'ensemble du salariat. Je digresse. La CGT... On a 1 heure pour digresser, Agathe. C'est le moment de le faire. La CGT, en tout cas, on a vu cette dernière année une arrivée massive en fait, de nouveaux adhérents et adhérentes, notamment suite à l'énorme mobilisation qu'on a connue en 2023 contre la réforme des retraites, qui a été appliquée de façon autoritaire par le gouvernement Macron. Des arrivées très fortes, de dizaines de milliers de nouveaux adhérents-adhérentes, des gens qui se présentent pour la première fois sur des listes dans leurs entreprises aux élections professionnelles, qui donc deviennent pour la première fois délégués syndicales et syndicaux, qui sont élus ce qu'on appelle les CSE, les comités socio-économiques des entreprises, et qui commencent à porter les revendications de leurs collègues. Donc on voit une belle dynamique dans nos syndicats. Les difficultés qu'on voit par contre, c'est un affaiblissement quand même de nos pouvoirs dans les entreprises, et ça depuis notamment les ordonnances Macron de 2017 qui ont fortement affaibli les cadres de représentation des salariés. Il faut peut-être expliquer pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce qu'il y avait dans ces ordonnances Macron. Qu'est-ce qu'il y a toujours d'ailleurs ? Alors il y avait plusieurs choses. D'abord il y a eu vraiment le gouvernement à l'époque a vraiment acté l'inversion de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que maintenant on n'est plus protégé par une norme supérieure beaucoup plus collective, qui est celle notamment de la branche, les conventions collectives. Vous connaissez peut-être votre convention collective, qui est négociée au niveau national et qui couvre l'ensemble de votre champ professionnel. Et normalement, les accords d'entreprise, dans les petites entreprises, moyennes, grandes entreprises, ne pouvaient pas déroger à ces accords. Et les ordonnances sont venues inverser ça. Il y a des champs entiers du Code du travail, du droit du travail, qui peuvent déroger à ça. Et puis, le coup le plus important qu'on a subi en tant que syndicat, et toutes les organisations syndicales le soulignent, c'est la centralisation des instances de représentation des salariés. Je vous ai parlé du fameux CSE, il a été créé à ce moment-là et a conduit à la disparition notamment d'une instance très importante, qui sont les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et ce sont des instances très importantes parce qu'en plus on vient de fêter, de passer le 28 avril, c'est la journée internationale de la santé et la sécurité des travailleurs, des travailleuses, et les CHSCT, qui étaient l'instance chargée de la prévention des risques, qui avait des pouvoirs importants d'enquête, de pouvoir saisir les juges, a perdu ses pouvoirs avec la centralisation dans l'instance qui est le CSE. Stéphane Sirou, le syndicalisme va bien en 2024 ? Alors, je serais peut-être moins optimiste que ce qui vient d'être formulé, alors même si, évidemment, j'adhère à ce qui a été dit. Pour prolonger sur le côté positif, les syndicats, si on les associe tous, ils ont quelque chose, je pense, comme à peu près 2 millions d'adhérents. Alors, on peut difficilement trouver des partis politiques qui organisent autant d'individus. Bon, donc ça reste un point important par rapport à la CGT dont il vient d'être question. Je pense qu'une de ses forces, c'est son maillage territorial. Elle reste très présente localement au travers de ses 800 à 900 unions locales. Donc il y a quand même une présence qui est tout à fait significative et qui peut d'ailleurs laisser espérer, je dirais, un rebond progressiste, mais là pas au sens macroniste du terme, mais vraiment au sens d'un progrès social qui consisterait à avoir des droits sociaux qui, à l'inverse de la régression qu'on connaît depuis quelques décennies maintenant, redeviennent des droits sociaux plus élargis. Si je dois être peut-être intellectuellement plus honnête de mon point de vue, je dirais qu'il y a quand même toute une série de difficultés, d'enjeux aussi. Le premier point, c'est qu'en dépit de l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux adhérents qui vient d'être évoqué, alors d'ailleurs, ça n'est pas non plus les vagues d'adhésion du Front populaire ou de l'après-mai 68, mais c'est vrai que c'est un regain dont peuvent être satisfaites les organisations syndicales, parce que ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas connu ce genre de phénomène. Il n'en reste pas moins qu'on a aujourd'hui des taux de syndicalisation qui, malgré tout, sont en gros 2 fois moins importants qui ne l'était en vitesse de croisière dans les années 50, 60, 70, où on tournait autour de 20-25% de taux de syndicalisation.
Aujourd'hui, on est plutôt à la moitié, autour de 10%, avec un autre problème, me semble-t-il, qui est au fond qu'on n'a jamais eu dans la période récente autant d'organisations syndicales avec aussi peu de syndiqués. Je pense que cet émiettement, et y compris s'il y a une intersyndicale qui a pu exister, cet émiettement demeure pour moi assez problématique et j'en appelle quand je peux à une recomposition du champ syndical parce que je ne pense pas que cet émiettement soit véritablement conséquent au sens où il correspondrait à des propositions de syndicalisme très différentes les unes des autres, ou à 8 propositions de syndicalisme. Je ne pense pas que ce soit le cas, et on pourra en reparler si vous voulez. Il y a un deuxième point qui est l'abstention grandissante aux élections professionnelles. Et ça, c'est vrai aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Dans le secteur privé, on a plus de 60% d'abstention. Dans le secteur public, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, on était autour de 55%, alors même que ces salariés du secteur public, jusqu'à présent, avaient plutôt tendance à voter aux élections professionnelles. Alors il y a bien sûr toute une série de raisons qui l'expliquent, mais quand on associe ça au phénomène de la désyndicalisation, ça peut quand même poser question. Il y a un autre point qui me semble aussi à souligner, c'est comment faire aussi des militants et notamment, enfin des adhérents et de ces nouveaux adhérents, comment en faire des militants. Je veux dire par là qu'il y a une étude récente du ministère du Travail qui montre que une part de plus en plus conséquente des adhérents des organisations syndicales ne s'engagent plus, au sens où ils ne participent plus aux activités de leur syndicat. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'assez problématique, parce qu'avoir des adhérents nouveaux, c'est très bien. En faire des militants engagés, c'est encore mieux, notamment dans la perspective, évidemment, de mobilisation sociale dont on peut penser qu'elles sont loin d'être terminées au regard de ce qu'on peut projeter pour l'avenir proche. J'ajouterais aussi qu'on voit ici ou là des collectifs qui se constituent parallèlement aux organisations syndicales. Alors c'est pas un phénomène nouveau, on a déjà vu ça, notamment si on veut prendre une période pas très lointaine, les années 86-92, où on avait à l'époque beaucoup de ce qu'on appelle des coordinations qui se constituaient parallèlement aux organisations syndicales. On a aujourd'hui toute une série de collectifs qui tendent à essaimer ici ou là. L'exemple le plus souvent cité dans la période récente, c'est celui des chefs de bord de la SNCF, mais même si vous prenez la SNCF, il n'y a pas que les chefs de bord. Ils doivent avoir une vingtaine de collectifs dans les territoires qui s'organisent à côté des organisations syndicales. Je dis à côté parce qu'ils ne sont pas forcément anti-syndicaux. C'est plus des raisons qui vont au-delà et sur lesquelles aussi on pourra revenir. Bon, mais évidemment, ça échappe quand même en partie aux organisations syndicales. Et puis, j'ajouterais aussi que les syndicats sont aujourd'hui confrontés, alors même qu'on est entré depuis les années 80 dans une phase qui consistait davantage qu'auparavant à privilégier la négociation collective, ils sont aussi confrontés à des formes de refus de cette négociation collective, que ce soit dans le champ économique et de l'entreprise, d'une partie du patronat qui se refuse à négocier de manière vraiment conséquente, et puis évidemment, de façon tout à fait flagrante, de la part du gouvernement, qui, au travers de Macron lui-même, dès sa campagne de 2017, a en quelque sorte théorisé le fait que les organisations syndicales n'avaient pas à se mêler des politiques publiques et que par ailleurs, on le voit bien y compris dans d'autres domaines, ce que vous appeliez les corps intermédiaires, ce que je préfère appeler les contre-pouvoirs, sont largement ignorés, voire méprisés par un pouvoir qui aujourd'hui est pourtant un pouvoir minoritaire et qui me semble avoir d'autant plus besoin par rapport à ses propres positions de faiblesse de passer autrement qu'en force comme il le fait et comme on l'a vu au travers du mouvement sur les retraites. Karel, je vous vois acquiescer, je vous passe la parole dans une seconde. On a Evakou qui nous dit « Hello, j'ai été syndiqué CGT, j'ai été beaucoup aidé car j'étais responsable CSE. Cependant, c'est les salariés eux-mêmes qui m'ont dégoûté. Ils ont peur de tout et dès qu'on ouvre un peu sa bouche, les salariés ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont protégés. C'est le tapis rouge pour les patrons qui abusent et qui s'en fichent du droit du travail et le respect de la convention collective. Résultat, je suis indépendant et je m'en porte bien mieux. » On n'est pas obligé de répondre à tout ce que nous dit le chat, mais je vous en fais part. Il y a Volka qui vient nous rejoindre, qui nous dit « Bon, salut tout le monde, salut Volka. » Mathias qui nous dit « Toutes ces réformes, est-ce qu'elles sont pas à cause d'une supposée harmonisation européenne ?» On peut y revenir après. Et Volka qui poursuit, qui dit est-ce que je me trompe si je dis qu'on est moins syndiqués en France que dans les pays anglo-saxons? Mais on va y revenir immédiatement après. Pardon Karel, je vous ai coupé la chic. Non, mais au contraire, ça me permet de rebondir sur la première intervention qui pose un problème qui est un problème très sérieux pour les organisations syndicales. C'est celui de la répression et de la stigmatisation des syndicalistes. Et c'est vrai que moi, je viens de terminer une enquête
collective qu'on a menée avec tout un tas de collègues sur les engagements au travail dans une multinationale de la distribution sportive, bien connue, au logo bleu et blanc. Et on a pu rencontrer des représentants du personnel qui préféraient faire du syndicalisme sans étiquette. On a parfois tendance à opposer des élus en entreprise sans étiquette, sous-entendu, qui seraient coupés des réseaux syndicaux, qui seraient acquis au désir de l'employeur, etc. Mais parfois, la stigmatisation de l'engagement syndical est telle que des salariés préfèrent occuper des fonctions de représentants du personnel, d'élus, pour parler au nom de leurs collègues, sans endosser une étiquette syndicale. Donc ça, c'est un vrai problème et ça touche effectivement à une tendance à la disqualification de l'action syndicale. Donc, pour rebondir sur ce que disaient Agathe et Stéphane, les syndicats vont peut-être beaucoup mieux depuis le mouvement des retraites de l'an dernier, parce que j'ai l'impression que le syndicalisme ne démontre jamais aussi bien son utilité que lorsqu'il fait la capacité de sa force collective, en fait. Parce que le syndicalisme, Stéphane l'a souligné, c'est certes des taux de syndicalisation qui sont relativement faibles en France, autour de 10%. Si on regarde plus précisément, ça va être 8% dans le privé, autour de 18% dans le public. Donc on pourrait se dire que ce sont des taux de syndicalisation qui sont faibles, mais rapportés justement à cette pression qui peut exister sur les salariés qui s'engagent, ça peut se comprendre, parce qu'en fait c'est le fait d'occuper un mandat qui permet notamment d'avoir une protection face à son employeur, de ne pas pouvoir être licencié aussi facilement pour être réduit au silence. Et c'est pour ça que souvent dans les entreprises, les syndiqués se réduisent. C'est triste, mais c'est souvent la réalité aux salariés qui sont porteurs de mandat, aux élus du personnel, parce que c'est justement ce mandat qui protège. Mais dans le cadre d'un mouvement comme celui des retraites, ce qu'on voit, c'est aussi une capacité que le syndicalisme français a, que d'autres syndicalismes dans d'autres pays n'ont pas forcément, c'est cette capacité de mobilisation collective. C'est-à-dire que la force du syndicalisme en France, elle tient au fait que la démocratie sociale, elle ne se réduit pas au nombre de salariés qui sont adhérents des organisations syndicales. On a tout un système qui est fondé sur, par exemple, je vais vous parler des représentants du personnel, en fait, là, les salariés, l'ensemble des salariés votent pour élire des syndicats. Pour élire des représentants du personnel. Les syndicats organisent des mouvements de grève, de manifestations qui mettent dans la rue des centaines de milliers, sinon des millions de personnes. Voilà. Et dans ces moments-là, on voit justement cette peur aussi, ou ce refus de s'engager qu'évoquait Stéphane, qui peut être surmonté, parce qu'il y a une dimension collective qui s'affirme davantage. Sur les taux de syndicalisation, on pourrait, par exemple, aux États-Unis, le taux de syndicalisation, il est à peu près équivalent, c'est 10% de syndiqués. Mais ça n'a rien à voir, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Aux États-Unis, le taux de syndicalisation, il correspond à ce qu'en France, on appellerait le taux de couverture conventionnelle, qui est la proportion de salariés qui sont protégés par des accords collectifs. En France, les syndicalistes, quand ils négocient au nom de tous les salariés. Et donc, quand ils négocient un accord d'entreprise, cet accord d'entreprise, il va s'appliquer à tous les salariés qui soient ou pas syndiqués. Idem à l'échelle de la branche. Aux États-Unis, un syndicat, il ne peut négocier qu'à partir du moment où il a obtenu un vote majoritaire des salariés, qui va l'instituer comme représentant à l'échelle de l'entreprise de l'ensemble des salariés. Et il va y avoir un phénomène de cotisation automatique qui fait que pour que les salariés soient couverts, en fait, ils sont automatiquement adhérents du syndicat qui négocient en leur nom. Et donc, vous avez 90% de salariés qui sont privés de ces protections collectives aux États-Unis. Alors qu'en France, en dépit de 10% de syndiqués, 100% des salariés peuvent être couverts. Alors, ça évolue dans le mauvais sens, comme le disait Agathe, puisque cette logique-là, elle est d'autant plus forte quand on était dans la logique du principe de faveur. C'est-à-dire que vous aviez le Code du travail qui donnait une protection minimale à tous les travailleurs et travailleuses salariés. Vous aviez par-dessus ça des conventions de branche qui étaient négociées à l'échelle des secteurs, donc la pharmacie, l'automobile, la grande distribution, etc. Et puis vous aviez ensuite des accords d'entreprise qui pouvaient être négociés, qui pouvaient obtenir des jours de congé en plus, des niveaux de salaire, des minima salariaux un petit peu plus élevés, etc. etc. Bon, cette logique-là, elle est remise en cause effectivement par les évolutions du droit du travail depuis quelques décennies, avec une accélération sérieuse depuis les lois travail, en gros de Hollande 2016 et Macron-Pénicaud 2017, qui font que ce tissu, il devient mité, puisque précisément, la négociation d'entreprise, elle peut déroger et du coup, mettre en place des conditions moins favorables pour les salariés que ce qui était négocié à une autre échelle. J'ajouterais, j'évoquais, et je terminerai là-dessus, sur la question de la force collective du syndicalisme.
ça a été dit avant aussi, ce qui, je pense, a fait la force du mouvement des retraites l'an dernier, c'est la capacité du mouvement syndical à surmonter des divisions, des logiques de concurrence qui peuvent être aussi entretenues par le système de la représentativité aussi. On n'en a pas forcément encore parlé, mais les syndicats en France retirent leurs moyens d'action et de représentation de leurs résultats aux élections professionnelles. Et donc, il y a une tendance, évidemment, à vouloir mettre en avant son sigle contre celui de ses concurrents. Donc un mouvement comme celui des retraites a permis de surmonter cette concurrence de tous contre tous pour agir ensemble. Et ça a laissé des traces. C'est-à-dire qu'à l'issue du mouvement des retraites, on a vu l'intersyndicale se maintenir. On a vu, par exemple, la CFDT, pour la première fois, rallier la CGT Solidaire et la FSU à l'appel à manifestation le 8 mars pour la grève féministe. Et ça, c'est une grande première. On a vu aussi les syndicats avancer des propositions ensemble sur la réforme de l'assurance chômage, sur le pacte de la vie au travail, sur tout un tas d'enjeux qui montrent qu'il y a eu la prise de conscience dans le mouvement syndical qu'en dépit des divergences de sensibilité, il peut, face à un tel contexte d'adversité dont parlait Stéphane, à la fois de surdité des pouvoirs publics et puis d'agressivité aussi à l'encontre du syndicalisme, eh bien les syndicats ont besoin d'agir ensemble. Je vais faire hurler Stéphane Sirot et peut-être vous aussi, Agathe. Mais je vous provoque, je sais que vous pensez l'inverse. Est-ce que les syndicats ne sont pas trop politisés ? Est-ce que ça crée pas un repoussoir pour certains salariés ? Et vous allez me dire que non, Stéphane, évidemment, et que ce serait peut-être leur force, je crois. Alors c'est bien, vous lisez dans mes pensées. Je lis ce que vous écrivez, surtout. Alors peut-être que d'ailleurs Carrel aura sûrement des choses à dire, puisqu'il vient de diriger un ouvrage sur le sujet. Qui s'appelle « Le syndicalisme et politique ». Voilà. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même, surtout quand on nous tend la perche. Mais pour revenir sur la question, moi, précisément, ce que j'observe de mon point de vue, c'est qu'il y a plutôt eu, au contraire, une tendance à la dépolitisation du champ syndical. Alors, quand j'entends dépolitisation, je l'entends de deux manières. Alors, la première manière, ça peut être entendu comme une prise de distance vis-à-vis des organisations politiques, des partis politiques. Ça a été le cas, effectivement. Pas seulement d'ailleurs de la CGT, je dis ça non pas parce que nous avons une représentante de la CGT sur le plateau, mais c'est parce que c'est souvent le procès qu'on a fait à la CGT. Mais les autres organisations syndicales n'étaient pas moins liées à un parti politique. Quand vous prenez l'élection de Mitterrand en 81, les ministères socialistes sont peuplés de militants ou même de cadres de la CFDT. Donc ces liens entre organisations politiques et syndicats, ça a toujours été des choses qui, dans toutes les organisations, ont pu exister, alors qu'ils peuvent encore exister, bien sûr. C'est tout à fait le droit d'un syndicaliste d'être adhérent à un parti politique. Je vois pas pourquoi ils devraient être les seuls à ne pas l'être. La question est de savoir, bien sûr, si vous considérez que l'action syndicale doit avoir une nature autonome par rapport à votre engagement politique, et ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait envisageable. Mais toujours est-il que globalement la tendance a plutôt été ces dernières décennies à une prise de distance des partis politiques vis-à-vis des organisations syndicales, vis-à-vis des partis politiques, les syndicats n'appelant plus, comme ils ont pu le faire à certains moments, par exemple, à appeler à voter pour tel ou tel. Bon, ça c'est des choses qui, même si des indications peuvent être données au travers des revendications que portent les syndicats, au travers de leur point de vue vis-à-vis des programmes des différents candidats. Bien sûr, on peut y lire des préférences, mais ça n'est plus l'engagement aussi fort qui a pu exister à un moment donné. Le rapport aux politiques, c'est aussi la question du projet. Et notamment, si je parle par exemple de la CGT, par rapport à la capacité du syndicalisme de porter un projet de rupture avec le système dominant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, dans la phase d'inclusion plus profonde du syndicalisme dans les pratiques dites de dialogue social. Alors personnellement, j'utilise le moins souvent possible ce vocable. Je préfère utiliser celui de négociation collective, moins marqué politiquement et idéologiquement. Donc pendant cette phase plus inclusive, d'une certaine manière, le revers de cette médaille a été, à mon sens, de voir le champ syndical plutôt se penser à l'intérieur du système tel qu'il est. Voilà, tout en parfois rhétoriquement parlant, en portant
effectivement des discours plus critiques. Et évidemment, d'une organisation à une autre, l'ampleur de la critique peut être tout à fait différente. Mais effectivement, en ce sens-là, je pense qu'il y a eu aussi un processus de dépolitisation qui, pour moi, explique en partie la récurrence des mobilisations d'ordre national, des mouvements sociaux d'ordre national, et en même temps leur échec. Parce que si on prend, moi il y a quelque chose qui me frappe, depuis 2016, on est dans une phase de quasi-permanence des mobilisations des mouvements sociaux nationaux. On peut démarrer avec le mouvement contre la loi dite El Khomri sous Hollande, qui a duré en gros de mars à début juillet 2016. L'année d'après, Macron a été élu. Il y a eu un embryon de mobilisation qui, en l'occurrence, n'a pas été un mouvement de masse contre les ordonnances se réformant le Code du travail. Puis l'année suivante, 2018, il y a eu le fameux mouvement des Gilets jaunes, alors qu'on peut considérer, et je le considère comme tel, en tout cas d'un point de vue sociologique, mais Karel me rectifiera s'il pense le contraire, peut être considéré comme un mouvement social, même si évidemment on sait très bien qu'il a été discuté largement dans le champ syndical, dans la mesure où il s'agissait d'un objet un peu non identifié, si je puis dire. Bon, mais toujours est-il que c'était un nouveau mouvement qui, lui, va durer donc de novembre 2018 quasiment jusqu'au printemps et voire l'été 2019. On arrive à l'hiver 2019, début 2020, c'est le mouvement sur les retraites. Il y a le Covid qui fait que le mouvement s'interrompt et on sait ce qui se passe. Il y a cette parenthèse-là qui va durer donc 1 an et demi, quelque chose comme ça, ou 2 ans. Et puis rebolote, mouvement de 2023 sur la question des retraites. Mais à chaque fois des mouvements qui, au fond, rencontrent l'échec, ou en tout cas un succès très partiel et très éphémère, si je pense par exemple au mouvement des Gilets jaunes. Mais sur les revendications qui faisaient le cœur de ces mouvements-là, on ne peut pas considérer que le succès était au rendez-vous. Et je pense qu'une des raisons tient précisément à cette difficulté à trouver une articulation entre le champ des mobilisations sociales et le champ politique. Et il y a une tribune qui, il n'y a pas si longtemps que ça, m'a fait sourire de la part d'un constitutionnaliste très connu qui s'appelle Dominique Rousseau, et qui avait cette phrase que j'ai trouvée ingénue, parce que moi ça fait 20 ans que je le dis, mais qui disait, je l'ai retenue, elle m'est restée en mémoire, les mouvements sociaux doivent se prolonger dans l'institution. Voilà. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut en effet que le champ syndical trouve la possibilité de porter les injonctions qui sont les siennes et qui sont tout à fait légitimes dans le champ institutionnel. Alors les manières de le faire, ça je les laisse aux organisations syndicales, même si j'ai personnellement des idées là-dessus quand on me les demande, mais là en l'occurrence c'est pas à moi de le faire, mais je pense quand même que c'est quelque chose d'important. Je voudrais revenir brièvement sur 2 points, sur les taux de syndicalisation qu'a bien expliqué les différences à Karel tout à l'heure. J'ajouterais juste une chose, il y a des pays d'Europe où les taux de syndicalisation sont très élevés, qui peuvent être de 80-85%, ce sont les pays scandinaves par exemple, mais parce qu'on est dans une autre forme de syndicalisme, qui est un syndicalisme de service. Et donc, c'est pas comme chez nous, un syndicalisme d'adhérents, d'engagement. D'ailleurs, eux souvent utilisent le terme d'affiliés quand ils parlent de syndicats, comme nous on est affiliés à la Sécu, mais parce qu'effectivement il y a toute une série de droits sociaux qui passent par l'intermédiaire des syndicats, qui d'ailleurs dans certains cas peuvent y compris aller jusqu'à préparer votre testament, organiser vos obsèques, etc. Enfin ça peut aller vraiment très très loin. Et puis sur la répression aussi quand même. Là je voulais aussi insister là-dessus. C'est vrai qu'on connaît une phase répressive vis-à-vis du syndicalisme et plus particulièrement du syndicalisme CGT. Alors il y a toujours eu plus ou moins des tendances. D'ailleurs, il y a un livre d'un historien qui s'appelle Michel Pigenet qui vient de sortir, qui s'appelle L'État contre les syndicalistes. Bon, il y a eu d'autres ouvrages auxquels d'ailleurs j'ai parfois participé là-dessus. Et il y a toujours eu des formes de répression, mais plus ou moins importantes. Là, il me semble qu'on est vraiment dans une phase aiguë de répression du syndicalisme, avec, pour prendre que les exemples les plus flagrants, la convocation de membres du bureau confédéral de la CGT dans un commissariat qui était quelque chose qu'on n'avait pas vu, je crois, depuis la guerre d'Algérie. Je pense à cette multitude de militants qui sont poursuivis parce qu'ils ont mené dans leurs mouvements sociaux quelque chose qui pourtant est ultra classique dans les mouvements sociaux, qui est tout simplement des pratiques qui sortent un tant soit peu des normes.
qui sortent des rapports de droit. D'ailleurs, ça renvoie à la critique qu'on entend aujourd'hui sur les blocages des universités qui hérissent le poil de certains, qui voudraient que ceux qui se mobilisent restent dans des normes qui leur permettraient de maîtriser les mouvements et les contestations. Et puis pour prendre une dernière chose, l'expérience personnelle qui m'a effaré, il se trouve que j'ai été cité comme témoin à comparaître de moralité lors du procès de Jean-Paul Delescaux à Lille. Jean-Paul Delescaux, secrétaire général de l'Union départementale du Nord, qui était accusé d'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine raciale. 1 an de prison avec sursis, mais je peux vous dire, pour l'avoir vécu en direct, et j'allais dire d'une certaine manière, pour l'avoir vécu dans ma chair, parce que c'était extrêmement violent, qu'on était là. On peut considérer, en toute honnêteté, qu'on était là dans un procès de nature politique, au sens où on s'écartait des normes purement juridiques pour en arriver dans des interprétations qui font condamner quelqu'un du fait même que le point de vue... Alors, on peut évidemment considérer, comme l'a dit l'avocat de Jean-Paul Delescaux, que ça n'est pas un monument de littérature, le tract qui était incriminé, mais il n'en reste pas moins que y lire une apologie du terrorisme, on ne peut la lire qu'à partir du moment où on en fait une interprétation très extensive, mais une interprétation qui se trouve correspondre à la définition que donne aujourd'hui de ce que devrait être le positionnement de la société vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, l'interprétation qu'en donne l'ordre dominant. Agathe Le Verder, vous souscrivez ? Sur la question du lien, alors évidemment sur la question... Il y a plusieurs points évidemment dans ce qu'a été développé abordé Stéphane par Siro. Stéphane, sur la répression qui est très forte en ce moment, je partage totalement, elle est très importante depuis notamment la mobilisation sur la réforme des retraites. Elle se joue effectivement dans les tribunaux, mais aussi dans les entreprises, puisque on a des membres de notre syndicat, mais d'autres organisations syndicales qui sont aussi sanctionnées, licenciées, etc., et pour lesquelles on se bat et on évite leur licenciement, on bataille pour qu'il n'ait pas lieu. Juste pour revenir sur le lien avec le politique, mais depuis ses débuts, la CGT se donne ce qu'on appelle... sa mission, c'est de remplir la double besogne. La double besogne, c'est quoi ? C'est de remplir 2 missions. La première des missions, c'est de répondre... Alors, je jargonne un peu, parce que c'est vraiment du langage qu'on utilise dans la CGT, mais tu m'as dit que j'avais le droit, donc je vais expliquer. Oui, la première des missions, c'est de répondre au carreau cassé. Le carreau cassé, c'est quand dans l'atelier, le carreau était cassé et on ne pouvait pas travailler exactement dans de bonnes conditions. Donc il faut réparer tout de suite, prendre en charge tout de suite les problèmes immédiats de nos collègues, y répondre immédiatement. Et la deuxième mission, la deuxième besogne, c'est de transformer la société, parce qu'on ne se satisfait pas de l'ordre des choses, de l'organisation de la société, du manque de démocratie notamment dans la société. Et donc notre objectif, c'est de fait est politique, parce que la première besogne, répondre au carreau cassé, c'est politique. Avoir les moyens de bien travailler, c'est politique. C'est combien de temps on va consacrer, combien d'emplois on va consacrer à certaines missions, combien d'argent on va consacrer à la reconnaissance, par exemple, des qualifications de certains professionnels. Et puis transformer la société, c'est évidemment un projet politique, et ça, c'est assumé. Ce qui est important aussi à dire pour ce qui est de mon syndicat, mais la CGT, c'est un apprentissage de la politique. Un apprentissage dans le monde de l'entreprise, de l'administration, où on apprend cette démocratie sociale. C'est quoi être un contre-pouvoir face au pouvoir de l'employeur, c'est quoi organiser ses revendications, faire en sorte de les faire remonter chez les collègues, consulter les collègues pour savoir ce qu'ils et elles attendent, et puis c'est quoi aussi faire vivre la démocratie en interne d'une organisation, et ça, peu d'organisations quand même le connaissent, savoir comment on consulte les syndiqués à partir du moment où ils ont adhéré, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les projets, comment on utilise l'argent de nos cotisations pour mener des projets, à quoi il sert cet argent. Ça, ce sont des questions très politiques qu'on traite au quotidien, et c'est en ça que je trouve que c'est très intéressant d'être dans un syndicat, y compris quand on est jeune travailleur, travailleuse et qu'on commence sa carrière. Sur le lien avec le politique, récemment on a fêté les 80 ans des Jours Heureux, le programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, qui est un programme qui a été construit notamment par des syndicalistes pendant un moment gravissime dans l'histoire de France. Et à ce moment-là, ces syndicalistes, ces résistants, résistantes ont eu une vision alternative
qu'ils ont choisi de porter, et ils ont réussi à gagner, à imposer la libération, et derrière à prendre le pouvoir, puisque finalement des syndicalistes sont devenus ministres du Travail. C'est le cas d'Ambroise Croizat, qui était un métallo de la CGT, qui est devenu ministre du Travail. Donc c'est possible, les liens entre politique et syndicalisme sont évidents. Et ce programme, Les Jours Heureux, c'était un programme alternatif, c'était un projet alternatif pour la société française. Et je trouve que c'est ça qui est important dans ce que fait le syndicalisme, ce que propose le syndicalisme, notamment ce qu'on essaye de faire à la CGT dans les entreprises et les administrations, c'est de porter des projets alternatifs. Alors on le fait dans l'unité syndicale, Karel en a parlé à l'instant, mais j'ai participé à la négociation Pacte de la vie au travail sur l'emploi des seniors, et on a porté 10 propositions alternatives à celle du patronat sur comment il faut aménager les fins de carrière, faire en sorte de négocier dans les entreprises et dans les branches sur l'emploi des seniors pour embaucher, lutter contre la discrimination concrètement, permettre aux salariés de faire des reconversions professionnelles de façon sécurisée, surtout au vu des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, de transformation environnementale, numérique, le vieillissement de la population, etc. Et puis, à la CGT, on arrive à construire justement, à partir des aspirations des salariés, des projets alternatifs. Je voudrais en évoquer quelques-uns, mais par exemple, dans l'entreprise Thales, à partir des années 2010, la politique de l'entreprise a été principalement tournée vers l'exportation de l'armement. Donc Thales, c'est une entreprise qui embauche des dizaines de milliers de salariés en France dans l'industrie de la métallurgie, donc de l'armement, et produisait essentiellement pour la défense française. Et à partir d'un moment, sa politique stratégique s'est tournée vers l'exportation à l'étranger des armes qu'elle fabriquait. C'est ce qui ne satisfaisait pas les salariés, qui disaient « nous, on ne veut pas que nos qualifications, notre technicité servent à vendre des armes qui, derrière, permettent de massacrer des civils, notamment au Yémen ». Et donc la CGT a organisé avec les salariés la construction d'une alternative de production dans l'entreprise à partir des technologies à usage militaire pour les transposer dans l'usage civil. Et c'est comme ça que la CGT a construit une filière d'imagerie médicale qui s'est construite notamment à partir de toute cette technologie utilisée dans les radars militaires, par exemple. Et ça, c'est la force d'un syndicat, c'est d'être capable de comprendre totalement la façon dont son entreprise fonctionne et de proposer un projet alternatif. C'est le cas aussi dans l'automobile, où la CGT propose aujourd'hui, à rebours de tout ce que font les constructeurs en automobile qui préfèrent miser sur des voitures électriques qui coûteraient très cher, plutôt de luxe, plutôt pour un public aisé. Ce que dit la CGT, c'est on est capable aujourd'hui de construire des petites voitures légères, électriques, qui puissent être accessibles à tout un chacun pour réduire l'impact climatique de l'usage des voitures. Et la CGT a proposé une voiture d'abord chez Renault, puis dans ce qui est devenu Ford, qui est parti de France. La Gazelle, c'est une voiture électrique bon marché qui permettrait à tout le monde de se déplacer. Et ça n'a pas pu être construit sans l'apport, la consultation des salariés, notamment des ingénieurs cadres techniciens dans ces grandes entreprises industrielles. Un dernier exemple et pour revenir aussi sur l'intervention que tu as citée, Ludo, tout à l'heure, d'une personne qui disait moi, mon problème, c'est la peur des collègues, en fait. Moi, je me suis investi, mais les collègues n'ont pas suivi. Ce qu'on recommande aux salariés dans la CGT, c'est ce qu'on appelle la démarche CGT. C'est vraiment de consulter les salariés sur leurs attentes. Et un exemple intéressant, je trouve, en ce moment, d'une mobilisation qui s'est construite comme ça, c'est la mobilisation en cours dans l'éducation en Seine-Saint-Denis. Concrètement, c'est quoi la démarche CGT ? La démarche CGT, c'est en fait, on consulte les salariés, on leur demande comment vous vous sentez. Par exemple, à l'UGIC CGT, qui est une organisation que je dirige, on construit des consultations en ligne pour un salarié qui voudrait s'engager, mais qui n'a peut-être pas trop envie. Eh ben, il peut commencer par un dossier, par exemple, s'il y a un sujet qui l'intéresse. Je sais pas, on parlait des violences sexistes sexuelles le 8 mars, le 25 novembre, des dates importantes pour la lutte féministe et dans le monde du travail. Et ben voilà, on sait qu'il y a des violences sexistes sexuelles au travail. Est-ce que je veux faire un état des lieux à mon travail de l'état de ces violences, de l'exposition des collègues à ces violences? Et ben je peux les consulter là-dessus. Et ensuite, à partir de leurs réponses et de leurs aspirations, je vais porter ce qu'on appelle un cahier revendicatif auprès de l'employeur pour demander un certain nombre de mesures, des formations, de la sensibilisation, une réorganisation du travail. Et ça,
c'est ce que la CGT et les syndicats de l'éducation du 93 ont réussi à construire dans leur mobilisation. C'est une mobilisation qui est en cours là depuis plus d'un mois. Dans l'éducation nationale, ils se sont rendus compte que les plafonds tombaient, qu'on manquait de profs, qu'il n'y avait plus de remplaçants quand les profs étaient absents. Et ben, ils ont consulté l'ensemble de leurs collègues pour leur demander qu'est-ce que vous voulez pour la Seine-Saint-Denis dans le monde éducatif. Ils ont chiffré ce qu'il fallait, 500 millions d'euros. Ils l'ont posé sur la table du ministère. Et à partir de là, ils ont enclenché une mobilisation avec des grèves, avec l'implication des parents d'élèves. Et c'est une mobilisation qui est aujourd'hui encore en cours et qui est populaire et organisée de façon démocratique. Karel, je vous ai vu prendre des notes et acquiescer. Oui, non, mais plusieurs choses qu'a dit Agathe. Vous pouvez vous couper la parole, hein. Je vous coupe pas la parole moi, mais vous développez tous les uns des autres. Puis comme on est globalement d'accord, c'est difficile de s'interrompre. Vous avez raison, mais je suis d'accord avec toi. On a l'espace pour le faire. Mais voilà, si vous avez envie de vous couper la parole, il n'y a pas de... Allez-y. Non, mais je trouvais que ce qu'évoquait Agathe sur à la fois l'histoire de Thalès et de l'automobile, c'est des exemples de ce que dans le bouquin qu'évoquait Stéphane, là, le syndicalisme et politique que j'ai coordonné, deux collègues, Guillaume Gourgue et Maxime Kijou, appellent le syndicalisme de combat économique. Et c'est un moyen de montrer comment le syndicalisme peut être politique. C'est-à-dire qu'il peut être politique en montrant à quel point en fait le savoir sur le travail, il est entre les mains des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes. Et à ce titre, le syndicalisme peut être un engagement extrêmement subversif parce que de fait, il remet en cause l'organisation capitaliste du travail, c'est-à-dire l'organisation des entreprises qui repose sur l'acceptation complètement naturalisée du fait que les fonctions de direction sont confiées à des spécialistes d'un côté et les fonctions d'exécution à d'autres. Le syndicalisme, il bouleverse complètement ça en montrant que c'est les savoirs qui se forgent intimement dans l'expérience de travail qui font en réalité la capacité productive des collectifs. Donc ça, c'est un exemple de en quoi le syndicalisme peut être politique, en ce sens qu'il remet en cause des rapports sociaux, des rapports de pouvoir qui peuvent être complètement naturalisés dans la société. Dans le bouquin, on évoque aussi justement la question des violences sexistes et sexuelles en montrant à quel point justement un syndicalisme pour se déployer et pour être ouvert aux femmes, il doit être aussi en capacité de remettre en cause ses propres pratiques internes parce qu'il y a eu tout un tas d'affaires aussi, parce que le syndicalisme n'est pas coupé du reste de la société, de comportements machistes, voire de violences, voire de viols, etc. dans des organisations syndicales. Et donc ce n'est qu'en organisant clairement des capacités de réaction face à ces problèmes que les syndicats peuvent être aussi en capacité d'organiser des grèves contre les stigmatisations racistes, des grèves contre les violences sexuelles. Et c'est des choses qu'on a vu apparaître ces derniers temps. En fait. C'est-à-dire que les conflits collectifs au travail, ils se construisent pas simplement sur des enjeux matériels, de salaire ou de conditions de travail. Ils peuvent se construire aussi autour d'enjeux de dignité, contre le racisme au travail, contre les remarques racistes ou les remarques sexistes des cadres, des chefs, des petits patrons, etc. Et le syndicalisme, sa nature politique, elle tient à ça. Elle tient au fait qu'il est en capacité d'articuler des formes de révolte au travail qui peuvent être extrêmement diverses. Dans un tout autre registre, ça peut être aussi, par exemple, les cadres qui s'organisent dans des collectifs. Il y a eu tout un tas d'organisations qui se sont mises en place de manière un peu autonome, dans un premier temps à l'écart des syndicats. Je sais que le GICT a bossé avec certains d'entre eux, mais pour réfléchir depuis leur position de cadre au rôle de leur boîte, des grandes entreprises dans la transition écologique. Et pour essayer de se dire, on va arrêter le discours, le ripollinage vert à base de responsabilité sociale et environnementale, et on va penser très sérieusement qu'est-ce que ça pourrait être une véritable bifurcation écologique en partant de nos compétences professionnelles. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que la politisation du syndicalisme, c'est Stéphane qui l'évoquait, en fait, il y a deux questions très très différentes. Il y a la question du rapport aux partis politiques et de la dépendance, alors je dirais pas simplement à l'égard des partis, mais aussi à l'égard de l'État, parce que un des problèmes du syndicalisme aujourd'hui, c'est d'être confiné à justement une sphère de ce qu'on appelle le dialogue social ou la démocratie sociale, qui serait coupée du reste de la société, et en gros on demanderait aux syndicats de réagir de temps en temps, mais de ne pas avoir leur mot à dire sur le reste des problèmes qui se discutent dans la société. Et donc c'est ces questions de dépenses et puis du coup la question plus largement de la capacité à porter un projet de société, à être doté d'initiatives stratégiques. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer, de fait les organisations syndicales elles sont bien conscientes de ces enjeux. Qu'on voit par exemple, c'est mis en place une structure alors qui s'appelle Plus Jamais Ça, l'Alliance écologique et sociale, à laquelle
auxquels ont contribué à l'origine CGT, FSU et Solidaire, puisque la CGT, en tout cas au plan national, s'en est retirée, mais avec des organisations comme Greenpeace ou ATA, qui est un cadre pour travailler ensemble, organisations syndicales, environnementales, associations, etc., autour de ces enjeux justement de bifurcation écologique. Dans un autre registre, avec une autre sensibilité qui renvoie à son histoire propre, la CFDT fait pas autre chose quand elle structure le pacte du pouvoir de vivre, qui est là aussi un rassemblement entre syndicats, organisations de la sphère laïque, associations, etc. Donc les syndicats ont bien conscience que aujourd'hui, ils sont de plus en plus acculés à la défensive sur le strict terrain de la négociation collective et des relations professionnelles, et ils ont besoin de regagner de l'espace pour regagner une capacité d'initiative. Et enfin, je termine avec un tout dernier truc. C'est en ça aussi qu'il me semble important de défendre le caractère politique du syndicalisme. C'est Agathe qui disait le syndicalisme, c'est aussi une affaire d'apprentissage, d'éducation populaire. Et quand on regarde la composition du syndicalisme et sa nature, le fait que l'engagement syndical, il se fait à partir de l'expérience concrète du travail. Il se fait aussi grâce à un système de droit syndical qui permet justement de prendre des mandats, d'être relativement protégé, etc., quand on s'engage dans son syndicat. Et donc ça permet au syndicalisme d'avoir une représentativité sociale, au sens sociologique, au sens de la diversité interne, qui est sans commune mesure avec n'importe quelle autre association ou parti politique. Globalement, les études sociologiques, elles montrent très bien que les cadres des associations ou des partis sont issus des classes moyennes supérieures, des classes moyennes intellectuelles ou des classes supérieures. Si c'est des partis de gauche, ça va être plutôt du capital culturel plus. Si c'est des partis de droite, ça va être du capital économique plus. Bon, la seule organisation qui est en capacité d'organiser du bas de l'échelle jusqu'au cadre ingénieur, technicien, etc., c'est le syndicalisme. Et ça, c'est quand même un enjeu essentiel en termes de démocratie pour faire vivre une citoyenneté qui est justement pas simplement une citoyenneté sociale, mais véritablement la démocratie politique. Stéphane. Oui, et d'ailleurs c'est d'autant plus important quand on regarde les intentions de vote aux prochaines élections, à quel point le monde ouvrier, celui des employés aussi, annonce alors soit s'abstenir, soit voter massivement, et même jamais aussi massivement, pour l'extrême droite. Or là, effectivement, il y a pour le moins un enjeu politique pour lequel les organisations syndicales... Il y a tout un débat dans le chat, d'ailleurs, à cet égard. Là, et malheureusement, il se trouve que les taux de syndicalisation les plus faibles, ce sont ces catégories-là, ouvriers, employés. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu là tout à fait majeur. Mais il y a deux choses. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites. On pourrait, mais comme je vois qu'il est déjà 12h49, je vais me limiter à l'essentiel, enfin, ce que je juge essentiel. Après, je n'ose pas vous couper. Deux points. Un très rapide. Je pense qu'en effet, c'est très, très important de faire valoir une contre-rationalité à la rationalité libérale. Le libéralisme, c'est très libéral. C'est très libéral. C'est très libéral. Mais c'est aussi très rationnel. Merci, c'est fascinant. Ouais. Je vous en prie pour cette définition pertinente. Mais il y a un projet, il y a effectivement, enfin, c'est parfaitement rationnel. Ils ont des objectifs qu'on peut juger rationnels et qu'ils cherchent justement dans la société à irriguer comme étant rationnels. C'est le fameux There's no alternative de Margaret Thatcher. Donc faire valoir en permanence une contre-rationalité qui fait la démonstration qu'autre chose est tout aussi rationnel et que donc il y a un autre choix tout aussi pertinent et même, de mon point de vue, davantage que la rationalité libérale qui peut être mis en avant, c'est important. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui en ce moment me taraude beaucoup par rapport aux enjeux du syndicalisme. Carrel le disait, il y a aujourd'hui toute une série de demandes de la part du monde du travail qui sortent de ce qu'on pourrait appeler la revendication purement quantitative. Alors les salaires, c'est évidemment essentiel. Bon. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui émergent. Alors avoir déjà une prise un peu plus importante sur son propre travail, ça c'est déjà un élément essentiel, mais je dirais qu'aujourd'hui sont en train, et de ce point de vue-là, j'adhère assez au dernier livre de Pierre Rosanvallon qui s'appelle Les épreuves de la vie, où il explique, alors je schématise, que face à la déliquescence des grands récits idéologico-politiques qui pouvaient offrir des perspectives d'avenir, portées y compris par le champ syndical, face à cela, ont pris de l'importance ce qu'il appelle les épreuves de la vie. Alors il en fait toute une typologie, ces épreuves de la vie, ça peut être le ressenti du mépris, ça peut être les risques psychosociaux, ça peut être les burn-out, le manque de reconnaissance. Bon, c'est des choses qui ont toujours existé, sauf qu'il fut un temps où, et ça facilitait, je pense, le travail syndical de ce point de vue-là, ces identités, ce que j'appelle ces identités d'épreuves. Ces identités d'épreuves étaient surplombées par soit par les grands récits politico-idéologiques,
soit par des grandes identités professionnelles que le syndicalisme avait réussi à construire et sur lesquelles il s'était beaucoup appuyé, notamment le syndicalisme CGT. Je pense à des secteurs d'activité comme l'énergie par exemple, les cheminots également, où le champ syndical et plus particulièrement donc la CGT était parvenu à faire avancer des revendications grâce à la force, soit donc d'un côté de ces grands récits politico-idéologiques, soit de l'autre de ces grandes identités professionnelles dont on voit bien que depuis plusieurs décennies maintenant, l'une des grandes obsessions du libéralisme, c'est de les déconstruire, de les émietter, façon Post, comme dirait l'autre, et de faire en sorte que les salariés ne puissent plus avoir en quelque sorte un système de reconnaissance, d'identification collective, et compliqué en fait ce système d'identification. Et on voit bien que face à cela, se constituent des identités d'épreuve. Et pour moi, un des exemples types, c'est celui des chefs de bord que j'évoquais tout à l'heure de la SNCF, où leur collectif s'est construit à partir d'échanges sur les réseaux sociaux. Ils avaient créé une boucle WhatsApp, une page Facebook, etc. Et puis au bout d'un moment, où ils partageaient leurs ressentis, notamment fait ce ressenti d'une bonne dose de mépris, de leur point de vue. Et autour de ça, ils se sont aperçus par ces échanges individuels qu'au fond, ils vivaient des épreuves communes. Et de ces épreuves communes, ils ont forgé un corpus identitaire derrière lequel ils ont construit ensuite une mobilisation qui a été également accompagnée par les organisations syndicales. Bon. Mais ils se sont construits cette identité-là parce qu'il me semble que sans des formes d'identité, de reconnaissance identitaire, on a le plus grand mal à développer des actions et des revendications collectives. Donc la difficulté aujourd'hui pour le champ syndical, c'est d'arriver à capter ces identités d'épreuve, à faire de ces identités d'épreuve des corpus revendicatifs communs, et ensuite de tirer ces identités d'épreuve par le haut pour en faire un véritable projet de société. Moi, ça me semble être aujourd'hui un des éléments cruciaux de redynamisation du champ syndical. Karel, Agathe ? Oui, juste rebondir sur la SNCF, parce que je pense qu'il y a une information qui est vraiment importante à donner dans la période, peut-être que certains et certaines l'ont vu, mais a été négocié et signé un accord très important à la SNCF suite à la réforme des retraites sur les aménagements de fin de carrière pour les cheminots et cheminotes, et notamment des mesures de cessation progressive d'activité qui permettent aux personnes d'arrêter de travailler plus tôt, qui est un accord qui est vraiment formidable et qui est un point d'appui en fait pour l'ensemble des salariés. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus, ça reboucle aussi avec le sujet du début sur le 1er mai, ses origines sur la bataille de la journée de 8 heures. Et en fait, la lutte pour la réduction du temps de travail, qui jalonne toute l'histoire de la CGT et du mouvement social, elle a avancé, notamment grâce à des avancées concrètes dans certaines entreprises. Je pense par exemple à Renault, qui a gagné bien avant la mise en place des 35 heures, les 36 heures, et des semaines de congés payés supplémentaires. Et tout ça, ce sont des points d'appui qui permettent au reste du salariat d'avancer. Et c'est comme ça qu'on utilise toutes ces avancées sociales qu'on obtient dans les entreprises, les branches. Et c'est pour ça aussi que je veux aussi rendre hommage à cette négociation collective qu'il y a dans les entreprises, dans les branches, qui parfois peut avoir l'air éloignée de l'actualité politique générale, mais aussi parce qu'elle est peu mise en lumière en fait. Et donc merci Ludo de nous inviter. Elle est complexe aussi, elle est un peu aride, elle est pas, tout le monde sûr, ne peut pas la saisir. Et heureusement que le 1er mai existe, parce que ça nous permet de parler de ça, de l'importance de la négociation collective, de l'importance des activités qui sont menées par les syndicalistes dans les CSE, que dans les CSE, parfois, quand il y a des affaires de violences sexistes et sexuelles, on fait des enquêtes qui permettent d'exiger des mesures de prévention collective, qui permettent de faire reconnaître la responsabilité d'une organisation collective de travail qui générait des risques. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant ? Par exemple, parce que ce dont tu parles, en fait, il y a pas mal de formations. C'est comment on ventile ce message, comment on arrive à parler à des gens qui ne sont pas encore adhérents, comment on les amène à arriver sur ces sujets qui sont, comme je viens de dire, qui sont parfois quand même assez arides et qui leur paraissent assez éloignés, alors qu'en fait, en réalité, ils sont très concrets. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant ? C'est plus difficile dans le sens où il y a eu une réorganisation du droit du travail. Donc c'est complexe avec plein de... Et je parle notamment des rapports avec l'employeur
Le problème, c'est cet aspect dérogatoire, en fait. Tout devient dérogatoire. Avant, il y avait des règles collectives communes, elles étaient claires. Les gens travaillent à 35 heures. Ça, c'est une règle plutôt collective qu'on comprend. Bon, en fait, ça n'existe plus, cette règle, parce que tout est dérogatoire. Par exemple, chez les cadres, il existe maintenant le forfait jour, qui fait qu'on ne décompte plus le temps de travail en heures, mais en jours, et ça induit une hausse du temps de travail. Il y a des dérogations partout, ce qui fait que quand on est représentante syndicale, on a beaucoup de mérite, parce qu'il faut articuler des normes de droit qui sont très diverses et réussir à naviguer à travers effectivement ces normes qui sont complexes. Et justement, le rôle d'un syndicat et le rôle de la CGT, c'est d'aider nos syndicats à travailler à partir de ça. Et un exemple, je trouve, qui est intéressant, qu'on a construit à la CGT 1G4Tech, c'est le radar travail-environnement. Justement, Karel, tu parlais des initiatives qu'on a menées sur les questions environnementales. On a construit un outil qui aide nos syndiqués à partir des données obligatoires publiées par l'employeur en matière environnementale. On les aide à naviguer dans ces données, donc à les retrouver. Est-ce que dans la base de données économique et sociale, il a bien publié son bilan carbone, l'impact environnemental sur les différents niveaux de la chaîne de valeur. Et donc on les aide à retrouver ces données. Et ensuite, on crée une consultation, justement, j'en parlais tout à l'heure, auprès des salariés pour qu'à partir de leur micro-expertise professionnelle, ils proposent des alternatives. Qui disent, en fait, moi sur la chaîne de production, je trouve que ce matériau, il induit des risques pour l'environnement, il crée de la pollution, on pourrait le changer, ça coûterait peut-être un peu plus cher, mais voilà l'alternative que je propose. Et ça, c'est des outils qu'on crée à la CGT pour permettre de faire remonter ces revendications et de les porter collectivement. Je pense que c'est important de créer ce cadre alternatif que justement l'extrême droite est incapable de défendre, et c'est en ça qu'on dit que l'extrême droite, c'est une imposture sociale, et que c'est pour nous la pire ennemie des travailleurs, des travailleuses, parce que d'abord, elle défend pas nos revendications, elle vote contre le salaire minimum européen au niveau de l'Union européenne, mais aussi contre le SMIC à 1500 € en France. Donc elle attaque nos droits sociaux, mais aussi elle joue sur la division des travailleurs et des travailleuses, selon évidemment l'origine, mais aussi selon la position dans la hiérarchie sociale, en opposant par exemple les ouvriers et les cadres. Et nous, notre rôle en tant que syndicat, c'est de rassembler le salariat autour de ces revendications collectives. Il nous reste 4 minutes, chers amis. Karel. Oui, moi je voulais rebondir sur effectivement ce qui me semble le plus important dans la période actuelle, c'est cette question de l'extrême droite. On est aujourd'hui confronté à une espèce de disjonction complètement dingue entre, d'un côté, dans la sphère sociale, une sympathie qui s'exprime à l'égard du syndicalisme. Je le disais tout à l'heure, pendant le mouvement des retraites, on avait des taux de sympathie, de soutien au mouvement qui étaient à 70-90% selon les couches sociales. Les études d'opinion montrent que, globalement, quand les salariés ont un syndicat dans leur entreprise, ils ont une opinion favorable des syndicats, et finalement les opinions les plus défavorables sont en fait celles de salariés qui sont les plus éloignés du syndicalisme. Ce qui malheureusement croît, c'est plutôt l'indifférence, parce que justement il n'y a pas d'expérience directe vis-à-vis des syndicats. Donc il y a d'un côté quand même un rapport plutôt positif au syndicalisme, c'est-à-dire que le représentant naturel des classes populaires, ça va être le syndicat dans l'espace social, mais par contre dans l'espace politique, on a ces études qui nous montrent que des proportions incroyables d'ouvriers, d'employés vont voter pour l'extrême droite. Et il y a cette espèce de disjonction qui est entretenue, à mon avis, de deux manières. D'un côté, on a dans la sphère publique, dans la sphère médiatique, aujourd'hui une dédiabolisation de l'extrême droite qui passe par le fait qu'il n'y a aucun effort pour déconstruire le discours de façade de l'extrême droite et les positionnements concrets sur des enjeux tels que les retraites, tels que l'assurance chômage, tels que les salaires, tels que les droits des femmes, etc. Articulé à une diabolisation complètement folle de toutes les forme de critique sociale, diabolisation de tous ceux qui prennent position. On a évoqué la question du conflit en Palestine, on a évoqué la question de l'islamophobie, plus largement une diabolisation de la gauche aujourd'hui, c'est ça la situation à laquelle on est confronté. Et d'autre part, il y a cette coupure qu'on évoquait tout à l'heure, sur laquelle était revenu Stéphane, d'un syndicalisme qui finalement, en fort légitimement réaffirmant son indépendance par rapport aux partis politiques, a eu un peu tendance à se couper complètement d'échanges plus réguliers avec les forces politiques. Et je pense qu'un enjeu pour justement le syndicalisme, pour démontrer son utilité aujourd'hui au XXIe siècle, c'est d'essayer de contribuer à retisser cette espèce de conscience que dans le temps on appelait une conscience de classe, en fait, quand on parlait du mouvement ouvrier, mais en fait une conscience qui soit à la fois sociale et politique, qui soit alignée. Parce qu'on a bien vu pendant le mouvement des retraites qu'il n'y avait personne du RN pour défendre les retraites. Donc cet enjeu-là, il passe, à mon avis, par le fait qu'il puisse y avoir effectivement une capacité à retisser des liens de manière plus régulière avec les forces de progrès social, qu'elles se situent sur le terrain social et syndical, associatif ou politique. 13h passées de 43 secondes, chers amis. Le mot de la fin.
Stéphane Sirou. Oui, juste rapidement pour prolonger, pour prolonger sur ce que vient de dire Carrel. Pour moi, le danger qui aujourd'hui est clairement réel d'arriver au pouvoir de l'extrême droite, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de porosité entre l'extrême droite et la plupart des catégories socioprofessionnelles, voire des catégories d'âge, voire y compris, j'allais dire, des catégories militantes, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'y compris à l'intérieur des organisations syndicales, il existe chez les adhérents ou sympathisants déclarés des organisations syndicales une tentation grandissante du vote d'extrême droite. Donc ça veut dire aussi que le travail, évidemment, il est à faire, et je pense que les organisations syndicales en sont conscientes, malheureusement à l'intérieur même du champ militant. Et je pense en effet que ça participe, comme vient de le dire Carrel, par cette repolitisation. Parce que s'il y a cette tentation-là, c'est aussi qu'il y a, à mon sens, des formes de déshérence par rapport à l'espoir que pourrait produire un projet de rupture conséquent. Agathe Le Berdère, le mot de la fin. Oui, juste un chiffre qui pour moi est intéressant sur la dynamique qu'on a connue suite à la réforme des retraites. Mais donc à la CGT, donc on organise les ingénieurs cadres techniciens. Tous les ans, on demande aux cadres quel est leur avis sur la CGT. D'habitude, on ne publie pas ces données parce qu'elles ne sont pas très favorables à la CGT. Mais en 2023, on a 32% des cadres qui ont dit qu'ils avaient une opinion très favorable de la CGT et on prenait 7 points de plus par rapport à l'année précédente. Et on voit à quel point la mobilisation sur la réforme des retraites, le fait de se battre pour une retraite à 60 ans avec 75% du dernier salaire et la prise en compte des années d'études a permis de mobiliser aussi cette catégorie sociale-là. Un autre des chiffres qu'on a, c'est que on a demandé aux cadres et aux professions intermédiaires et techniciennes s'ils étaient prêts à se syndiquer pour gagner des hausses de salaire. Et il y en a 40% qui nous ont dit oui. Donc ça montre qu'ils ont conscience que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de gagner des hausses de salaire, puisqu'on voit que sous l'effet de l'inflation, les salaires réels reculent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enquêtes très sérieuses de la DARES, du ministère du Travail, qui montrent que plus on est organisé dans une entreprise, plus on est syndiqué, plus on gagne des hausses de salaire. Donc évidemment, rejoignez la CGT. Carrel Lyon, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. J'ai oublié mon mot de la fin. J'étais tellement passionné par ce que disait Agathe. Non, le mot de la fin, c'est celui-ci, c'est que ce renouveau syndical, il n'est pas simplement observable en France. On le voit par exemple aux États-Unis. J'évoquais tout à l'heure la situation aux États-Unis qui est très marquée en fait par le syndicalisme. Il a été pendant très longtemps et encore plus qu'en France sur la défensive. Il s'est pris la claque du néolibéralisme beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus violente. Et ce sentiment de reprise de confiance dans l'action syndicale qui se manifeste à la fois par une propension à se syndiquer, par une propension à entrer dans l'action collective et à faire grève, on le constate aussi dans ce pays. Donc c'est une tendance qui s'observe à l'échelle internationale. Il ne faut pas se peindre le monde en rose et croire qu'il n'y a pas de contradiction. La situation, on l'a dit, elle est marquée par une fragilisation des structures du syndicalisme, du droit syndical, des conditions d'implantation des syndicats dans les entreprises, dans les administrations, etc. Mais par sa capacité d'action collective, le syndicalisme fait la démonstration de son utilité et ça contribue effectivement à reconstruire un sentiment positif à l'égard des syndicats. 13h04, passé de 22 secondes. Merci Carrel Lyon, merci Agathe Le Berdère, merci Stéphane Sirou. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos passionnantes lumières. Et ce serait peut-être l'occasion qu'on vous réinvite peut-être une fois de plus par an que le 1er mai. C'est vrai qu'on parle pas assez de syndicalisme et ça a passionné les gens dans le chat, ça m'a passionné moi et j'ai l'impression que vous vous entendez très bien. Donc rendez-vous à 4 pour le prochain plateau pour Parti Syndicat.